propose que nous commencions notre réunion. Juste vous préciser, je m'en excuse d'avance. Moi, je serai obligé de vous quitter à 15h45. J'ai un rendez-vous après. Et c'est Michel Canevet, vice-président, qui prendra la suite de la réunion. Mes chers collègues, messieurs, dames, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026. Une année qui sera toujours marquée par notre mobilisation au sein de la délégation aux entreprises, du sauvetage de notre modèle de société et donc des entreprises qui permettent de le financer. Le sujet des défaillances d'entreprises est depuis longtemps au cœur des préoccupations de la délégation aux entreprises. En avril dernier, nous organisions d'ailleurs un débat en séance publique afin d'associer l'ensemble des sénatrices et sénateurs à la mobilisation sur le sujet. Aujourd'hui, alors que débute l'année 2026, il m'a semblé essentiel de faire un point sur les défaillances d'entreprises et leur impact en termes d'emploi. Par ailleurs, les débats budgétaires pour 2026 qui vont reprendre ont mis en évidence des stratégies très différentes concernant la priorité à la réindustrialisation de la France. Aussi m'a-t-il paru pertinent d'appréhender la question des défaillances et des suppressions d'emplois afférentes sous l'angle du secteur de l'industrie. Je remercie vivement l'AGS, l'association de garantie des salaires, véritable amortisseur social, qui intervient lorsque les entreprises en défaillance sont dans l'incapacité de verser les salaires. En effet, les équipes de son directeur général, M. Antonin Blanquert, ici présent, je vous remercie, ont travaillé dur jusqu'à ce matin pour nous offrir les chiffres consolidés de 2025 en exclusivité. Nous allons ainsi pouvoir nous appuyer sur une analyse chiffrée et sectorielle de la situation de notre pays. Certains commentateurs estimaient que le nombre de défaillances frôlerait les 69 000 en 2025. Vous pourrez nous dire si cette perspective était trop alarmiste ou bien réaliste, étant entendu que vos chiffres ne concernent que les cas dans lesquels la garantie des salaires a été activée. Donc vous nous direz également le delta entre le nombre de défaillances et combien d'entreprises on peut rajouter au nombre que vous allez nous donner, puisque vous n'intervenez entre guillemets que lorsqu'il y a des salaires à payer. Nous recevons également M. Olivier Luancy. Vous êtes professeur au CNAM et expert des questions industrielles. Vous avez notamment été à l'initiative des territoires d'industrie et vous avez réalisé plusieurs ouvrages, notamment celui intitulé « Vers la renaissance industrielle française », coécrit avec Anaïs Voix-Gillis, que nous connaissons bien ici, et qui est intervenu récemment dans notre délégation sur le thème du fabriqué en France. Vous pourrez réagir sur les chiffres présentés par M. Blanquert et nous livrer une première analyse des enjeux industriels afin de lancer le débat. Je vais vous laisser la parole pour un propos liminaire d'environ 8 à 10 minutes chacun, puis nous débuterons un échange avec l'ensemble des sénateurs de la délégation. Je rappelle que cette table ronde est retransmise en direct sur le site internet du Sénat, puis en vidéo à la demande. Monsieur le directeur général Blanquert, je vous propose de débuter, puis ensuite on donnera la parole au professeur Luancy. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, Messieurs les Sénateurs. Je suis très content effectivement de venir maintenant de manière assez régulière présenter les éléments d'analyse observés par l'AGS sur le sujet des défaillances d'entreprise. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, l'AGS, de par sa mission qui est effectivement de venir en soutien des salaires lorsque les entreprises ne sont plus en capacité de verser les salaires, a également, entre guillemets, cette position privilégiée qui est de pouvoir observer en temps réel les difficultés économiques et de fait les mutations économiques que ça soulève, étant entendu qu'à chaque situation après s'apprécie au cas par cas et que rien de tel qu'un regard de proximité pour également analyser toutes les raisons qui conduisent à des défaillances d'entreprise. Nous avons remis un support effectivement avec des chiffres tout frais, puisque vous l'avez rappelé, ils ont été produits ce matin et effectivement ils sont le reflet d'une année 2025 qui, je dois le dire, est une année record, triste record, puisque c'est la première fois que l'AGS est amenée à avancer autant de sommes pour venir en soutien des salaires. Voilà. Donc, corrigé de l'inflation, cette année est peut-être moins record
puisque le précédent record était à 2 milliards 200 et quelques euros au moment de 2014-2015, dans les suites de la crise financière de 2008 notamment. Néanmoins, avec 2 milliards 233 millions euros d'avances réalisées par l'AGS, nous avons effectivement dépassé un seuil et un niveau d'intervention financière qui n'avait pas été connu depuis plus d'une dizaine d'années et qui renvoie directement aux éléments de conjoncture économique que vous connaissez mieux que moi. Vous me posiez la question de savoir si nous avions dépassé les 69 000 faillites en 2025. Alors, je suis au regret de ne pas pouvoir répondre directement à cette question, puisque pour le coup, ces chiffres sont en train d'être agrégés par la Banque de France. Ce qui est sûr, c'est que nous concernant, nous sommes sur un volume d'accompagnement des entreprises qui est de 26 500 entreprises. C'est pas un record à proprement parler, mais ça se situe dans les moyennes, enfin dans les niveaux extrêmement hauts de l'AGS depuis les 51 années qu'elle existe. La question de savoir quand est-ce qu'on intervient, quand est-ce qu'on n'intervient pas, globalement, et ça, ce sont des éléments qui se vérifient année après année, nous intervenons dans 40% à peu près des défaillances d'entreprises. Le delta, ce sont à 99 et quelques % des entreprises sans salariés. Ce qui veut dire qu'à peu de choses près, et quand bien même l'AGS n'intervient qu'à titre subsidiaire et uniquement s'il y a des fonds insuffisants, la réalité c'est que dès qu'une entreprise se retrouve en défaillance et qu'elle a un ou plusieurs salariés, nous sommes amenés à intervenir pour garantir les salaires dus. Ça, c'est une part de nos interventions, mais également d'autres natures de dépenses. Et c'est un sujet sur lequel j'avais eu l'occasion d'échanger avec la délégation pas plus tard qu'il y a 11 mois, si j'ai bien suivi, puisqu'évidemment, notre champ de couverture est extrêmement large et que c'est un sujet aussi qui interroge par rapport à la sécurité juridique qui organise nos interventions. Sujet sur lequel je ne m'étendrai pas aujourd'hui, mais que vous connaissez bien, Monsieur le Président. Je me permets juste une petite question là où on en est, Monsieur le Directeur. Enfin, ces deux petites questions, juste 40%, ça veut dire qu'on sera grosso modo entre 65 et 70 000 comme l'année dernière défaillance. La deuxième petite précision que je souhaiterais à ce stade, c'est 2 milliards 233 millions. Est-ce que l'augmentation du nombre de salaires pris en charge vient de la taille des entreprises concernées? Est-ce qu'on a une augmentation dans la taille, puisqu'on avait entendu que de plus en plus d'ETI notamment étaient concernés par des défaillances par rapport à avant, on en avait très peu. Et là, on a des ETI de ce qu'on sait qui sont concernés de plus en plus par les défaillances. Ou est-ce que c'est par le nombre d'entreprises? Alors, je vais y venir. Si je peux réserver... Non, mais j'ai des éléments. L'explication principale, pour le dire très simplement, c'est le poids de l'industrie dans nos interventions en 2025. Voilà. C'est l'élément principal explicatif. Et comme le tissu économique industriel est composé assez majoritairement d'entreprises de PME ou ETI, de fait, on constate sur le champ de l'industrie une surreprésentation des grosses ou moyennes entreprises par rapport à ce qu'on constate sur l'ensemble des secteurs d'activité. Mais j'y reviendrai. Par rapport à la question, malgré tout, du seuil des 69 000, moi, je me réfère aux prévisions qui ont été faites par Rexecode qui projetaient un niveau d'intervention autour de 68 500 entreprises. Donc, encore une fois, avec toutes les limites du travail de prévision, mais ces prévisions, les dernières datent d'octobre, qu'elles sont assez proches du réel. Est-ce qu'on va formellement dépasser ou pas le seuil symbolique des 69 000 ? Je serai prudent. Là-dessus, je n'ai pas encore assez d'éléments. Ce qui est sûr, c'est que, bien entendu, de la même manière que l'AGS ne se félicite pas d'avoir battu, entre guillemets, son record historique en termes de montant d'intervention, même si, évidemment, ça conforte notre raison d'être, cela étant dit. On vous a mis sur un support, premier élément un peu d'analyse. Je ne vais peut-être pas m'étendre outre mesure puisque l'objet de l'intervention était effectivement de centrer le propos sur le sujet de l'industrie. Mais effectivement, vous avez sur la première slide qui vous a été remise les éléments à la fois au niveau de montant, au niveau de nombre de bénéficiaires et de volume d'affaires constatés. Voilà. Et donc, du coup, je vais juste mettre en avant un point, c'est que nous avons plus 3% entre 2024 et 2025 en volume d'affaires et nous avons plus 5% en montant. De la même manière, nous faisons plus 1% en nombre de bénéficiaires, puisque nous sommes tout proches des 250 000 salariés. Donc le delta, il s'explique par quoi? Très clairement, il s'explique par certains secteurs
où les salaires sont plus élevés, où la valeur ajoutée est plus forte, et l'industrie le représente, et également par un champ de couverture à travers un certain nombre de créances autres que des purs salaires, qui est important et qui est tout particulièrement prégnant sur le champ de l'industrie. Si je passe sur la slide suivante et sur le focus industrie, puisque c'était bien là-dessus que je souhaitais mettre en avant les éléments par rapport à vos attentes du jour. Effectivement, et c'est très net sur les montants avancés, l'industrie devient le premier secteur sur lequel l'AGS intervient. Ce qui n'a pas toujours été, ce qui est déjà arrivé dans le passé, mais il y a une différence assez nette. On vous l'a mis à travers les différentes histogrammes entre l'année 2024 et l'année 2025. Si je devais résumer de manière un peu crue ce qu'on a constaté sur 2025 par rapport à l'année 2024, le dossier emblématique sur lequel l'AGS est intervenu en 2024 était un dossier d'une entreprise qui s'appelle l'entreprise Mili, qui était une entreprise de service dont le cœur d'activité était de distribuer des prospectus papier, qui était une entreprise où il y avait de l'ordre de 10 000 salariés. Et donc nous étions intervenus massivement, mais sur des emplois, en tout cas sur des montants de salaire faibles, puisque c'était des activités généralement complémentaires, soit à des personnes en situation de retraite, soit des petits boulots, si vous me passez l'expression. Le dossier phare, le principal dossier sur lequel nous sommes intervenus en 2025, pas tout à fait sur les mêmes montants que sur le dossier Mili, mais sur des montants assez significatifs. C'est une entreprise de chimie dans l'Isère, Vancorex, pour ne pas la nommer, et très clairement, nous sommes intervenus, ça a été notre dossier numéro 1, et on voit bien qu'il y a eu quand même entre 2024, sur les effets probablement post-crise sanitaire, reconfiguration de l'économie à travers aussi une part des services aux entreprises et des activités de services qui étaient importantes. L'année 2025, elle est marquée par une très nette augmentation des interventions sur les dossiers d'activité industrielle. C'est ce que ces montants laissent voir. Et la différence, elle est beaucoup plus nette en... Tout à l'heure, l'industrie, c'est le premier domaine sur lequel vous êtes intervenu depuis très longtemps, là en 2025. En 2025, l'industrie concerne le premier secteur sur lequel l'AGS intervient en montant, mais pas en nombre de bénéficiaires. Ce qui veut bien dire aussi que la nature des emplois qui sont concernés sont des emplois plutôt à... Alors, on va considérer que les conventions collectives dans ce secteur d'activité sont parfois plus protectrices. L'ancienneté est plus importante. On va le voir, j'y reviendrai, à travers notamment la prise en charge des indemnités de licenciement, qui, là, il y a une vraie atypie entre le secteur de l'industrie et d'autres natures d'activité. Et très clairement, c'est plus un effet, y compris d'ailleurs de nature d'activité. C'est peut-être un des sujets sur lesquels, alors je me risque à une hypothèse, mais avec beaucoup de prudence sur le sujet, c'est que s'il n'y a peut-être pas un effet de volume en termes de chômage par rapport aux structurations, disons que ça se maintient en l'état actuel des choses, toutes choses égales par ailleurs. En revanche, on voit que la nature des activités concernées sont plutôt des activités à plus forte valeur ajoutée, avec des compétences probablement un peu plus rares sur le marché du travail, et ça interroge effectivement par rapport au devenir des salariés ainsi concernés. Donc nous, on le voit de manière financière à travers le montant des sommes qu'on alloue, mais derrière ça, on voit bien qu'il y a des compétences, des savoir-faire dont on peut se demander si on arrive, un, à offrir des perspectives de reconversion, deux, si on n'est pas en train de perdre des pans d'activité à forte valeur ajoutée par rapport au sujet de la réindustrialisation. J'avance un tout petit peu sur la slide suivante. On vous a mis cette fois-ci une vision sur le temps un peu plus long, puisqu'on est revenu jusqu'à 2015. Alors on voit tout de même que même si l'industrie a connu une augmentation significative entre, on va dire, le sortir de la crise sanitaire et l'année 2025, nous ne sommes pas revenus à des volumes d'intervention similaires à ceux qu'on observait notamment en 2015-2016. On est revenu à un niveau de 2017. Le point et le motif, ou la lueur d'espoir, entre guillemets, c'est que sur le poids de l'industrie par rapport à l'ensemble de nos interventions, il n'est pas revenu dans les proportions qui étaient les nôtres, puisque si je reprends comme référence l'année 2015, en 2015, nous étions intervenus sur des montants, donc 521 millions d'euros pour le secteur de l'industrie, mais c'est surtout, ça représentait 25% par rapport à tout le reste des secteurs d'activité.
Là, alors ce sont des données à fin novembre, hein, parce que là, pour le coup, c'est des données qu'on n'a pas réussi à retraiter complètement depuis hier. Mais à fin novembre, donc nous sommes à 403 millions d'euros. Ça représente un peu moins de 20% de nos interventions. Est-ce lié à la reconfiguration du tissu économique de manière structurelle, qui fait que naturellement, les activités de services augmentent, etc. Probablement. Est-ce lié au fait que malgré les difficultés, il y a une plus forte résilience du tissu industriel? Je me garderai d'avoir des réponses toutes faites. Peut-être je regarderai mon voisin pour savoir s'il en a, mais effectivement, c'est des éléments d'interrogation que je vous partage. J'avance un petit peu pour aller sur une slide qui met en visibilité les natures de créances que nous couvrons. C'est le petit camembert que vous avez à droite de la diapositive suivante. Et celle-là, elle montre une atypie sur le champ de l'industrie. C'est que nos interventions financières, elles couvrent à 33% des indemnités de licenciement. C'est supérieur à ce que l'on constate sur tout secteur d'activité. Qu'est-ce que ça laisse entrevoir? Ça laisse entrevoir qu'effectivement, on a affaire à des salariés qui sont plus anciens dans les entreprises, qui ont des savoir-faire et des compétences spécifiques qui sont reconnues aussi à travers des salaires un peu plus élevés que la moyenne du reste de l'activité économique. Et on voit néanmoins, et c'est à la fois, alors pour nous en tant que gestionnaires de notre équilibre financier, on voit que les entreprises d'industrie recourent moins systématiquement à l'AGS pour couvrir des créances classiques, entre guillemets, que ce sont des créances salariales, parce que ce sont des entreprises qui ont plus d'actifs, parce que ce sont des entreprises qui sont aussi de taille plus élevée et qui ont sans doute une meilleure anticipation des difficultés de trésorerie. En revanche, on voit que dans l'accompagnement des mutations économiques, elles sont amenées à recourir assez massivement à la garantie AGS, dans les conditions prévues par la loi, bien évidemment, ce qui laisse entendre une forme de reconfiguration du tissu économique et de l'emploi industriel sur laquelle, à mon avis, il va falloir regarder les choses encore sur quelques mois pour voir s'il y a réellement une perte de savoir-faire dans des proportions aussi inquiétantes que ce que ces chiffres laissent à penser. Je vais un peu vite. Sur la slide 7, on vous a mis le détail par nature d'activité. L'industrie manufacturière donc, connaît une hausse particulièrement importante de 20%. Alors la limite de ces approches par code NAF notamment, c'est que vous avez des effets de pourcentage qui peuvent être biaisés par une seule affaire, puisqu'évidemment, comme là, on se resserre sur un volume. Alors, je prends un exemple très clair. C'est nous avons en 2025 une augmentation de 240% de l'intervention de l'AGS sur l'industrie chimique. Elle s'explique par un dossier que j'ai évoqué tout à l'heure, ce qui fait qu'évidemment, les pourcentages doivent être pris avec prudence par rapport au volume concerné. Pour autant, vous avez une répartition qui est faite sur l'ensemble des secteurs d'activité sur lesquels on intervient. Très clairement, l'industrie manufacturière, c'est l'essentiel pour les raisons naturelles que l'on connaît. Et on voit effectivement que s'il y a quelques secteurs qui s'en tirent peut-être moins mal, ou peut-être qui avaient amorcé leurs difficultés, je prends l'exemple de l'industrie textile, on sait que ça fait un moment certain que cette industrie est en difficulté sous les effets de la concurrence internationale et d'autres aspects que vous connaissez très bien. Mais donc du coup, le moins 11% sur l'industrie, la fabrication de textiles, est à prendre avec prudence puisque nous étions déjà sur des niveaux assez élevés sur les années précédentes et que la variation, là, elle est uniquement exprimée par rapport à l'année 2024. Pour autant, effectivement, on voit que l'industrie chimique est un secteur sur lequel on a, par l'effet à la fois de ce qui s'est passé en Isère, mais également de l'effet de contagion sur le reste de la filière. On voit également qu'on a un 34% de hausse sur la dimension fabrication de machines et équipements. Je ne vais pas détailler l'ensemble, mais ça me paraissait... Tout à fait. Alors, probablement deux éléments qui expliquent les choses. Alors, d'une part, les effets de concurrence internationale évidents que vous connaissez très bien. Probablement un deuxième aspect qui est l'attentisme aussi des entreprises. On le retrouve sur certaines activités de service aux entreprises qui a connu des difficultés, alors depuis maintenant un peu plus d'un an. Donc, ce n'est pas tellement 2024 que la combinaison 2024 et 2025, mais ce sont des entreprises qui, probablement dans les faits, des interrogations sur la conjoncture internationale, le relèvement des tarifs douaniers, probablement les incertitudes politiques du pays,
font qu'il y a une forme d'attentisme. Ce qu'on a constaté, c'est que les activités de service restent sur de l'investissement important, sur les activités de service, notamment tout ce qui a trait au sujet de l'intelligence artificielle et ce type d'évolution technologique qui font que les activités de service sont assez naturellement à continuer d'investir et intervenir sur ce champ. Ce qu'on constate, c'est que sur les investissements en machines, sur les investissements en dispositifs, je sais pas, rénovation de sa comptabilité, etc., là, c'est typiquement une variable d'ajustement. Et les incertitudes politiques nationales, économiques, internationales, font que de fait, on a probablement un mouvement de prudence dans les entreprises. Et vous le retrouvez effectivement dans l'industrie sur les sujets de SI, de système d'information, puisqu'on voit bien qu'il y a un effet collatéral entre je freine mes investissements sur l'outillage en termes technologiques et j'ai un effet de capillarité sur le sujet industriel associé pour les industries qui sont logées en France. Juste si je peux me permettre une petite précision, parce que mes collègues me posaient la même question que je me posais. Si toutefois on enlevait le gros dossier en chimie dont vous parliez tout à l'heure, qu'est-ce qui resterait en évolution au niveau des 240%? Je pense qu'on sera en nette évolution aussi, mais est-ce que vous savez à peu près à quel niveau? Oui. Et puis je remarque aussi quand même que métallurgie, fabrication de denrées alimentaires et machines et équipements, puisque la métallurgie est étroitement liée aux machines et équipements, ça souffre très fort quand même, quoi. Alors, pour répondre à votre question, sur aussi. l'industrie chimique, nous sommes intervenus à hauteur de 29 millions d'euros en avance, dont 20 millions pour le dossier Vencorex. Voilà. Ce qui veut dire qu'il reste 9 millions. Ce qui, voilà, après, la question de savoir si c'est beaucoup ou pas, en tout cas, un petit tiers de nos interventions sur la chimie, voilà, c'est un effet de capillarité par rapport aux effets de filière, etc. Si je devais mettre en exergue quelques dossiers, en restant prudent, évidemment, puisque, encore une fois, chaque situation s'apprécie au cas par cas, mais on a donc ce dossier Vencorex qui a été un dossier majeur, important, qui a suscité une mobilisation très forte de l'ensemble des acteurs de l'accompagnement des entreprises en difficulté. Je tiens à souligner le travail de fond qui a été fait par le tribunal des activités économiques, c'est un tribunal de commerce de Lyon, l'ensemble des organes de la procédure, et je mets en exergue aussi le rôle qu'a joué l'AGS, qui a aussi été amené à soutenir, notamment à travers ce qu'on appelle une cellule liquidative, c'est-à-dire le maintien en activité de quelques salariés pour faire en sorte que socialement, cette crise se passe dans les meilleures conditions possibles. On a coutume de parler des trains en retard, mais c'est vrai que c'est un dossier qui, à la fois, a fait un peu de remous politique, mais qui a été plutôt, je crois, bien traité. Alors évidemment, avec toute la prudence dont je fais preuve vis-à-vis des salariés qui se retrouvent face à cette situation et dont j'envie évidemment pas la situation, mais toujours est-il que c'était un dossier qui a été aussi bien accompagné qu'il pouvait l'être par rapport aux enjeux qu'on a connus. Un autre dossier pas inintéressant pour illustrer l'année 2025, puisqu'il a également défrayé la chronique, c'est le dossier dit Insect. Donc c'était une entreprise, voilà, donc une licorne, voilà, avec logique, voilà, promesse de valeur par rapport à une nouvelle manière de produire des engrais et à travers les insectes. Je ne vous en dirai pas plus, mon niveau de compétence sur le sujet est limité. Toujours est-il que c'est un dossier sur lequel il y a eu un effet évident de croissance. Et on se rend compte que probablement que l'intuition économique était bonne, mais le modèle économique n'a pas trouvé à ce stade de débouché, ce qui fait que le dossier est hélas basculé en liquidation et a représenté pour nous une intervention importante avec des salariés au bout. Voilà. Donc c'est deux dossiers qui sont très différents mais qui illustrent toute la diversité. J'en mettrai deux autres en exergue puisqu'ils ont également défrayé la chronique et je m'arrêterai là-dessus. Le dossier Brandt, voilà, qui a également suscité des réactions importantes de la part des pouvoirs publics, sur lequel là aussi l'AGS a essayé autant que possible de lisser les difficultés, avec une forme peut-être de crispation collective par rapport au capital sympathie de cette marque, mais toujours est-il que c'est une réalité qui nous se mesure en monnaie sonnante et trébuchante et qui a marqué et défrayé la chronique. Et le dernier me paraît important parce que celui-là, ça fait plusieurs années qu'il était en redressement, cession et qu'il a connu plusieurs procédures collectives. C'est le dossier Novasco, ex-Asco Metal, qui en était à son 4e redressement judiciaire, sur lequel l'ensemble des organes de la procédure essayent de se mobiliser tant bien que mal pour préserver une partie du tissu économique, sur des activités qui sont directement impactées par la concurrence internationale, les surcapacités de production, notamment en Chine. Et très clairement, on voit que ce sont des dossiers qui, malgré l'accompagnement très fort des pouvoirs publics, de l'ensemble des acteurs locaux et de l'ensemble des organes de la procédure,
finissent par avoir du mal à se rétablir durablement, voire finissent par basculer pour partie en liquidation judiciaire pure et simple. Je voulais juste apporter une toute petite précision, parce qu'on peut se dire, oui, mais enfin, le dossier Brandt, c'est tout récent, c'est fin d'année, mais ça prouve encore une fois votre capacité d'intervention dans la rapidité. Je crois que c'est bien de le préciser quand même, parce que moi, ça m'avait frappé la première fois. Vous avez une capacité d'intervention de quelques jours quand les dossiers arrivent sur la table, et de ne pas laisser les salariés sans salaire. Je crois que votre délai, c'est quelques jours, hein, l'intervention. Oui, alors merci Monsieur le Président. Du coup, j'en profite puisque c'est un point que je finis par oublier tellement il est... Tout à fait. Alors, on n'est pas intervenu sur l'intégralité des sommes dues, puisqu'il y a, notamment sur les indemnités de licenciement, encore des tas de choses qui sont en train d'être réalisées. Mais notre engagement de service, c'est d'intervenir en 48 heures pour 80% des dossiers. Ce qu'on a tenu. 2 chiffres importants peut-être pour illustrer la GS, effectivement. 85% de nos interventions sont sur des entreprises de moins de 10 salariés. Ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir un effet en trompe-l'œil si vous regardiez la GS à l'aune de ce que je viens de vous dire sur l'industrie, puisque l'industrie est naturellement un secteur d'activité qui concentre un volume plus important de TI et de PME, voire de grandes entreprises. 85% de nos interventions sont sur des entreprises de moins de 10 salariés. Voilà, c'est des faillites qui défraient moins la chronique, mais qui, là aussi, sont sur des niveaux extrêmement élevés, puisqu'encore une fois, l'essentiel des 26 000 affaires sur lesquelles nous sommes intervenus sont des entreprises de moins de 10 salariés, voire 75% de moins de 5 salariés. C'est clairement notre segment d'activité. Et puis, le point central, c'est la loi qui prévoit, selon les natures de créances, qu'on intervienne entre 5 et 8 jours. Voilà, c'est ce que la loi prévoit. Et donc, nous sommes à 80% en 2 jours, et pour aller encore plus loin, à 99 et quelques pourcents en 5 jours. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, ce que je pouvais peut-être évoquer en guise de préambule. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Monsieur le Professeur, je vous laisse la parole. Merci bien. Merci. Je vais reprendre les éléments qui viennent de vous être partagés, puis je vais en commenter quelques-uns. Le premier commentaire que je ferai globalement, c'est que les résultats que vous avez constatés sur l'industrie étaient hélas prévisibles et anticipables. Il y a 3 facteurs fondamentaux, à mon avis, derrière ces résultats qui vont vraiment à l'encontre de ce vœu collectif de réindustrialisation. Le premier, c'est l'énergie chère. À partir de la crise de l'énergie de 2022, même s'il y a eu un pic avec une redescente, nous restons avec une énergie qui est plus chère que ce qui était auparavant, et on n'avait pas déjà une situation de compétitivité extraordinaire. J'ai l'habitude de dire que l'énergie, c'est la sève de l'industrie. Le deuxième élément qui joue, c'est que 2022 a été une période de bascule en termes d'accompagnement public de France Relance vers France 2030. Alors certes, les innovations de rupture, c'est important pour préparer l'industrie d'après-demain, mais nous avons en France un retard de modernisation de notre outil productif, de notre socle productif, et que France Relance avait activé avec brio. Enfin, en tous les cas, il y avait eu un certain nombre de dispositifs qui avaient permis, encore une fois, pas de faire une innovation de rupture, mais d'installer des robots là où on était encore sur des opérations manuelles. Enfin, toute cette modernisation continue sur laquelle on a du retard, et cet accompagnement public s'est interrompu en grande partie avec France 2030 qui a privilégié l'innovation de rupture. Et donc, on a des entreprises qui avaient un outil productif peu moderne et moins d'incitation, voire plus d'incitation à le moderniser. Ça, même si d'un autre côté, il y avait l'effort de faire des nouvelles technologies. Ça, c'est le deuxième facteur. Et ces 2 facteurs-là étaient prévisibles. Enfin, pour ma part, on était quelques-uns à alerter à la fin 2022 du risque structurel sur l'industrie de ces 2 facteurs qui se présentaient à elle. Il y a un troisième facteur que vous avez évoqué et qu'on a tous en tête et qui était difficile à percevoir à l'époque, c'est la pression concurrentielle, les chocs géoéconomiques et notamment la pression des produits chinois. C'était anticipable, mais pas dans l'ampleur de laquelle on le connaît aujourd'hui. Voilà. Et donc, quand même, il y avait 2 facteurs qui étaient sur 3. Le troisième existait, mais encore une fois, son intensité, à titre personnel, je ne l'avais pas vu augmentant comme il l'a été.
Premier commentaire sur vos chiffres. Hein. On a des défaillances dans l'industrie qui sont, alors ça dépend comment on les prend en montant, en nombre d'employés. Je vais plutôt les prendre en nombre d'employés parce que là, qui est à peu près le double du poids de l'industrie dans l'économie. Donc on voit bien le phénomène que vous indiquez. Hein. C'est-à-dire, oui, c'est en haut de la pile, hein, c'est le premier que vous voyez, mais même c'est le double de son poids économique. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus de défaillances dans l'industrie aujourd'hui que son poids économique. Deuxième élément qu'on a quantifié, ça a été progressif, c'est qu'un emploi industriel crée 1,3 emplois de service. Donc ça, c'est dans le sens de création. Il y a sans doute le même effet dans le sens de destruction, alors peut-être avec un effet retard, mais je pense que la deuxième colonne, qui sont les services à l'industrie dans votre service à l'entreprise, plus large que l'industrie, dans votre graphique, va être alimentée en cascade par ces défaillances. Hein. C'est un effet multiplicateur qui n'existe pas dans tous les secteurs économiques, et on le voit. Deuxième commentaire, là je suis plutôt sur votre diapositive numéro 4, sur les secteurs, vous en avez indiqué quelques-uns. On retrouve dans ces défaillances par secteur, pour moi, les principales explications qu'on a évoquées précédemment. Vous avez d'abord des secteurs qui sont énergo-intensifs. Je vous rappelle que l'agroalimentaire est un secteur qui utilise de l'énergie et qui pâtit d'une énergie chère. Et donc, quelque part, il n'y a pas de surprise. En tout cas, je ne sais pas si c'est le terme qu'on pourrait utiliser, mais au positionnement de l'industrie agroalimentaire. La chimie, même s'il y a le cas emblématique de Vencorex qu'il faudrait détourer systématiquement, est aussi une industrie qui dépend de l'énergie. Tout ce qui est transformation des métaux, vous l'imaginez bien. Et donc, on retrouve une première catégorie de secteurs. La deuxième catégorie de secteurs, celle qui a fait l'objet d'une discussion de Monsieur le Président, sont sans doute des secteurs qui, eux, sont exposés directement à une concurrence internationale extrêmement exacerbée. Voilà. Et donc on retrouve dans cette lecture, encore une fois, c'est une lecture approximative. Hein. J'ai eu les chiffres quelques jours, enfin peut-être 24 heures avant vous, ce qui donne une première lecture, mais qui n'est pas très approfondie. Mais on retrouve bien dans cette lecture par secteur les grands facteurs qu'on indique hein, autour de l'énergie et de la compétition internationale qui s'est exacerbée. Il y a un débat qui est intéressant à avoir, que les chiffres permettent d'éclairer sans qu'ils permettent de trancher. C'est est-ce que ce sont les grandes entreprises, les petites ou les moyennes qui sont les plus touchées? Et c'est pas quelque chose de neutre sur la perception qu'on peut avoir du délitement de notre tissu industriel. Premier point, vous l'avez mentionné, classiquement dans tous les pays du monde, l'industrie a des entreprises plus grosses que les autres secteurs, enfin tous les pays occidentaux, on va dire, comparables, pour une raison simple, c'est que l'industrie demande un investissement en capital, donc on a un effet de taille, on va rechercher des gains d'échelle, il y a des investissements, c'est ce qu'on appelle l'industrialisation d'un process qui au début est artisanal, donc on a des entreprises qui sont plus grosses. Ce trait caractéristique est surdéveloppé en France. Il est surdéveloppé en France. Il y a une étude de l'INSEE qui se base sur des chiffres de 2023 qui est sortie en décembre qui le représente. Il y a 2 facteurs à ça sans doute. Nous sommes les héritiers des politiques gaulo-pompidoliennes qui ont favorisé ce qu'on appelle nos fleurons. Aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a plus de grands groupes industriels basés en France, dont le siège est en France, qualifié comme français, qu'il n'y a en Allemagne, alors que la valeur ajoutée créée par l'industrie allemande est le triple de la valeur ajoutée créée par l'industrie française. Et ça, c'est donc l'héritage de la structuration de notre tissu industriel. Il y a moins de PMI et d'ETI en conséquence. On a tous en tête le Mittelstand allemand, naturellement. Et nos PMI sont souvent hérités de ce modèle gaulo-pompidolien. C'était des PMI d'exécution et pas de spécialité, qui étaient là pour exécuter ce que des grands groupes leur demandaient de faire, qui étaient des tâches à faible valeur ajoutée. Alors clairement, dans les années 90, avec l'ouverture des marchés post-chute du mur de Berlin, ces PMI ont été les premières à souffrir. C'est la funeste décennie pour notre industrie des années 2000-2010, parce que quand vous êtes un grand donneur d'ordre et que vous avez l'habitude de déléguer à une entreprise qui peut être à proximité ou en France des tâches à faible valeur ajoutée, vous les envoyez en Chine ou en Vietnam dans un claquement de doigts. Ça fait partie de votre modèle d'organisation.
Voilà. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui un tissu de PMI qui reste en France, qui s'est doucement spécialisé. Il y a 40% des PMI industriels qui sont dits de spécialité, c'est-à-dire qui détiennent un savoir-faire unique par rapport ou différenciant par rapport à leur donneur d'ordre. Ça, c'était juste pour faire un peu ce rappel de la spécificité du tissu industriel français. Et finalement, les grands groupes font à peu près un tiers de l'emploi et du chiffre d'affaires, les ETI un tiers et les PMI un tiers. Encore une fois, c'est très spécifique à la France. Il faudrait analyser un peu plus vos chiffres. Ceux qui m'ont été transmis, puis c'est un peu trop tôt pour le faire, ne permettent pas d'aller jusqu'au bout. Ce dont on avait l'impression sur les échéances 2024 et 2025, c'est qu'il y avait eu des restructurations plutôt dans les grands groupes et qui donnaient lieu en 2025 à un effet, je dirais, de répercussion sur les PMI. Voilà. Donc c'est plutôt ça que j'attendais. Encore une fois, ce n'est pas visible directement. C'est pas contradictoire non plus, hein, mais ça ne sort pas de manière évidente des chiffres qui vous ont été présentés. Mais il est assez probable qu'aujourd'hui, après une réduction de l'activité industrielle plutôt dans les grands groupes en 2024, on ait aujourd'hui l'effet de conséquences sur les donneurs d'ordre. Et il est à prévoir qu'on ait un effet conséquence dans les mois à venir sur les services à l'industrie, qui sont, encore une fois, dans la cascade, ceux qui seront impliqués dans une question de chaîne de valeur. Donc, voilà un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais rajouter en prenant un peu de hauteur ? Je vous avais demandé des éléments géographiques sur ces restructurations. Je pensais qu'on pourrait assez rapidement faire un schéma. En fait, je n'en ai pas vu dans vos chiffres. Donc, encore une fois, hein, c'est la limite de l'exercice, il faudrait peut-être approfondir, mais on ne peut pas vous dire aujourd'hui que des régions historiquement industrielles ont été beaucoup plus impactées que d'autres qui ne le sont pas. Donc, il y a une clé de compréhension, en tout cas dans les chiffres qui ont été remontés par l'AGS, hein, avec le biais qu'on peut avoir. Mais moi, je n'ai pas vu de schéma extrêmement clair à vous définir là-dessus. Si on prend un petit peu de recul maintenant, on est sur une tendance dans l'industrie manufacturière, hein, je prends que l'industrie manufacturière, de destruction d'à peu près 5000 emplois par trimestre. Voilà, ça c'est le rythme établi depuis 1 an et demi à peu près aujourd'hui. Ce qui veut dire 20 000 emplois détruits par an. Juste pour, si on prend les années dites de réindustrialisation, mises en avant, y compris par le président de la République, 2017-2023 inclus. Le chiffre souvent énoncé est supérieur à 100 000 emplois créés. C'est plus large que l'industrie seulement manufacturière, ça comprend aussi d'autres industries, comme par exemple l'énergie, qui a bien profité de la crise de l'énergie. C'était un transfert de richesse de ceux qui utilisaient vers ceux qui vendaient de l'énergie. Si on prend que l'industrie manufacturière, la création d'emplois est estimée par l'INSEE sur cette période-là à 90 000 emplois, c'est-à-dire un rythme annuel de 15 000 emplois sur cette période faste 2017-2023 en moyenne. La destruction actuelle d'emplois manufacturiers est à 20 000 emplois par an, c'est-à-dire supérieure. La vitesse de descente est supérieure à la vitesse de montée que nous avons connue pendant 6 ans. Et cela fait à peu près 2 ans que ça dure. C'est-à-dire que ce 20 000 emplois est une tendance qu'on connaît depuis le début, pas tout à fait le début, le 2e trimestre est complètement établi au 3e trimestre 2024. Voilà la situation dans laquelle on est, donc en prenant un peu de recul sur ces chiffres qui vous ont été présentés. Parmi les inquiétudes d'alimentation de ce processus que je pourrais avoir dans les mois à venir, je vous en ai présenté un, c'est les services à l'industrie. Encore une fois, il y a ce ratio, un emploi industriel crée 1,3 emplois de services à l'industrie. Et donc la destruction d'emplois industriels va conduire la destruction d'emplois au service à l'industrie. Le deuxième élément, un peu d'inquiétude ou en tous les cas de vigilance pour le moins que j'aurais, ça a été cité avec le cas emblématique de Insect. Nous avons financé largement des projets industriels ambitieux, d'avenir, de rupture. Encore une fois, je n'ai pas à qualifier, je ne souhaite pas qualifier. Enfin, je pense qu'il faut investir sur l'industrie d'après-demain.
je crains que les conditions dans lesquelles ont été faits ces investissements donnent lieu, ça a déjà commencé, à des vagues de fermeture dont Insect est un sujet emblématique, comme Vancorex l'est pour une chimie qui souffre d'une énergie chère. Et nous risquons là, dans les mois à venir, alors ça ne donnera pas des effets en emploi énormes, hein, puisque en fait ces entreprises n'ont pas encore créé énormément d'emplois, mais en termes d'image, d'action publique et de retentissement, regardez ce qui se passe sur Insect, c'est quand même quelque chose qui risque d'interroger. Voilà un petit peu sur le paysage. Voilà. Encore une fois, on pouvait détecter 2/3 des facteurs qui nous ont emmenés là où nous en sommes aujourd'hui il y a 2 ans. En tous les cas, je l'ai fait avec quelques personnes. On a essayé de le médiatiser, nous n'avons pas été entendus. Les solutions existent. Moi, je vous rappelle ça, c'est ça qui me semble sur le sujet industriel un peu le mystère, c'est le terme que nous avons utilisé un peu avant cette présentation. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui identifié un certain nombre de solutions. Elles sont liées à une formation qui doit être plus proche du terrain et des besoins des entreprises, plus territorialisée, parce qu'encore une fois, sur ces métiers-là, vous formez un soudeur à Lille, il n'ira jamais travailler à Marseille. Je prends naturellement une caricature, mais vous avez compris le message. Il faut former dans le territoire, pour le territoire. Ce ne sont pas que des exercices d'équilibre offre-emploi au niveau national qui fonctionnent. Le premier critère, c'est la non-mobilité. Nous avons eu un sujet de foncier, c'est aussi un sujet dont le Sénat s'est saisi. Il y a un sujet financier, je vais revenir dessus. Il y a un sujet de fiscalité, je ne vous fais pas de dessin, et là-dessus, l'observateur que je suis dit qu'on va sans doute mettre du temps à résoudre cette question vu la situation actuelle, et donc même si il y a une solution, elle ne sera pas immédiatement applicable pour le contexte que nous connaissons tous. Et puis il y a une question de formalité, de lourdeur administrative. Il y a d'autres sujets, d'autres leviers qu'on peut évoquer. Il y a le levier d'une commande publique plus patriotique. Je vous rappelle que nous avons un écart de chiffre d'affaires en biens manufacturiers entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire si nos acheteurs publics appliquaient les mêmes pratiques, ce sont les mêmes règles parce qu'elles sont européennes, mais les mêmes pratiques que les acheteurs publics allemands, nous ferions 15 milliards d'euros de plus de chiffre d'affaires pour notre industrie, c'est-à-dire 1/3 de notre déficit commercial manufacturier. Mine de rien, c'est un levier macroéconomique. On a le sujet de l'énergie. Ces solutions, aujourd'hui, sont reprises assez largement par le monde patronal. Je vous renvoie à un document qui a été publié par le METI, le Mouvement des entreprises de taille intermédiaire, 15 leviers pour restaurer le socle productif français, qui date de juin dernier. Je vous renvoie à un document publié par la CPME, la Confédération des petites entreprises, un livre blanc qui a été publié en novembre dernier avec une dizaine de propositions. Le MEDEF a également publié quelque chose qui est plus sur les angles financiers et de compétitivité, comme vous pouvez vous y attendre. Aujourd'hui, presque aucune de ces solutions ne sont mises en œuvre, même quand elles n'ont pas d'impact budgétaire, même quand elles ne demandent pas une loi qui serait éventuellement clivante dans une majorité politique, parfois difficile à trouver. C'est ça la nature du mystère que je n'arrive pas à m'expliquer. On va continuer à travailler, je vous ai parlé de prise en main du sujet autour d'un certain nombre de positions extrêmement concrètes par le METI ou la CPME. On est en train de lancer des initiatives pour associer syndicalisme patronal et syndicalisme salarié. On devrait annoncer quelque chose à la fin du mois. Encore une fois, le but est de montrer qu'il y a des solutions qui sont consensuelles, qui sont accessibles à la France dans sa situation budgétaire et politique, et qui, par une sorte de mystère, ne se mettent pas en place. La grande difficulté que nous aurons, et là je vous alerte en tant que responsable politique, c'est que toutes les solutions dont nous disposons n'auront pas d'effet sur notre outil productif à moins de 18 mois. Quand j'avais travaillé pour les ministres Bruno Le Maire et Roland Lescure pour faire un rapport, il y a la lettre de mission qui est publique, il y avait un codicile qui m'avait été indiqué et que j'ai respecté, que vous retrouverez dans ces documents-là, qui est qu'il fallait que je fasse des propositions. Nous étions avec une remise en 2023
il fallait que je fasse des propositions pour relancer la réindustrialisation avant la fin du mandat de 2027. Et donc, un certain nombre de propositions avec effet à 1 ou 2 ans, disons 18 mois. Donc, je pense que c'est vraiment le minimum. Et je vais vous en donner un, par exemple, qui est pour moi quelque chose sur lequel il faut absolument qu'on réfléchisse. C'est celui du financement de l'industrie. Je vais reprendre une petite phrase qui est parue sur les réseaux sociaux. Avoir une épargne importante et une industrie qui ne l'est pas ou qui même décline, c'est certainement pas un modèle économique. En France, on a une épargne importante. Elle n'est pas 6 600 milliards d'épargne financière, je vous rappelle. Je ne compte même pas les possessions. On a besoin de 200 milliards d'euros sur 10 ans pour refaire un outil productif. On a besoin de 2 à 3% de cette épargne. Et encore une fois, ce n'est pas de la taxation, c'est de l'investissement qui rapportera aux ménages plus que le livret A en moyenne et que l'on peut faire garantir par la puissance publique afin qu'il n'y ait pas de risque d'investissement. Mais prenons le cas, par exemple, de Novasco. Vous l'avez cité comme un cas emblématique. Certes, c'est un secteur qui est difficile. C'est une entreprise qui était en retournement. Il a fallu aller chercher un fonds de retournement anglo-saxon, anglais, qui n'a aucun ancrage territorial avec la France, pour refaire la dernière opération il y a 1 an, qui se solde, comme vous le savez, par une procédure juridique lancée par l'État contre la personne qui a voulu sauver, soi-disant, Novasco, parce qu'elle n'a pas mis l'argent qu'elle avait promis de mettre dedans. Voilà. Tant qu'on n'aura pas mobiliser un peu de cette épargne, notamment pour faire des fonds de retournement. Et ça, en voyant la situation qui se présentait à nous, c'est-à-dire il y a 2 ans, en voyant que ce type de situation allait croître, nous avions collectivement le temps de créer des fonds de retournement en France pour aider ce type de soucis et de situation. On ne sauvera pas tout dans ces entreprises-là, mais un fonds de retournement permet de sauver une partie de l'emploi. Deuxième exemple sur le financement, vous connaissez peut-être une très belle ETI qui s'appelle Mecachrome, qui fabrique des pièces notamment pour la défense, qui est en phase de développement. Fort heureusement, il n'y a pas que des cas de défaillance dans l'industrie française. Elle a eu besoin de se faire financer de 500 millions d'euros. Nous sommes sur une ETI ancrée territorialement sur des sujets de défense. Elle est allée les chercher sur un fonds américain, avec de l'extraterritorialité et tout ce que ça veut dire. Voilà. Et donc là-dessus, typiquement, la mobilisation de l'épargne des Français pour notre outil productif, pour notre souveraineté, c'est quelque chose qui, je ne vois pas de difficulté politique à le faire. Il y a des régions qui sont en train de s'y mettre, d'ailleurs. Il y a des régions qui l'ont fait. Il y en a en Auvergne-Rhône-Alpes à des échelles limitées. Il y en a en Occitanie, il y en a en Bretagne, il y en a dans les Hauts-de-France. Vous voyez que le panel politique de majorités régionales qui ont fait ça est apartisane. Ce n'est pas un sujet de clivage politique. C'est des choses qu'on pourrait faire aussi en France et au niveau national pour avoir la capacité de donner des tickets à 500 millions d'euros comme Mecachrome, qui n'a pas été fait. Je voulais illustrer mon propos en vous disant il y a des solutions, on peut les mettre en œuvre. Si on démarre aujourd'hui, elles auront des effets dans 18 mois. Sur lesquels nous ne bougeons pas avec cette espèce de mystère. Pour ce qui va venir des mois à venir, je pense qu'il n'y a aucune raison, hélas, que la tendance que vous avez constatée, qu'on constate depuis 18 mois, se ralentisse de manière significative. Et donc on va revenir dans une période où il va falloir essayer de se battre sur chacun des dossiers. Tout ne sera pas sauvable. Clairement, moi j'ai le souvenir d'une époque en 2012 où Arnaud Montebourg était ministre de l'Industrie et qui avait mis en place les commissaires au redressement productif dans chacun des territoires pour essayer de se battre sur chacun des dossiers, mais avec l'idée aussi que tout ne serait pas sauvable. Et il va falloir aussi accepter de faire des choix sur les secteurs ou les entreprises sur lesquelles on va prendre plus de risques ou pas. Je vous donne 2 clés de lecture possibles pour ces choix. Il y en a une qui est sectorielle. Il y a 3-4 secteurs sur lesquels on peut espérer préserver ou développer notre tissu productif. C'est naturellement la défense, l'aéronautique civile où nous avons une position de leader mondial et le sujet de l'électricité avec 2 sous du sujet, naturellement la reconstruction d'un parc électronucléaire
qui met un peu de temps à démarrer, mais quand il sera là, ce sera un véritable aspirateur à activité économique, enfin dans le bon sens du terme. Et puis, je vous signale quelque chose que je trouve passer sur les radars, c'est que nous avons pour la prochaine décennie à venir 2 fois 100 milliards d'euros à investir sur notre réseau électrique. Et franchement, 200 milliards d'euros d'investissement, si on va chercher des transformateurs du Maghreb ou d'Inde, ce serait dommage d'en priver pour une infrastructure publique gérée par des entreprises publiques, Enedis et RTE, de priver notre industrie française de cette respiration. Aujourd'hui, il n'y a pas, à ma connaissance, d'orientation publique politique qui demande à ces entreprises de faire le choix du Made in France là-dessus. Voilà. Et puis un autre point qui est un point sur lequel je crois qu'on aura une réflexion collective à avoir dans les années à venir, parce qu'encore une fois, la pression chinoise, la situation géopolitique ne changera pas, c'est savoir choisir nos combats. Ça veut aussi dire définir en creux, c'est un peu ce que je vous ai dit là, quelles sont nos productions essentielles. Je crois qu'on a besoin de changer un des concepts clés de filière stratégique qu'on a utilisé pendant les années 90 dans un monde de mondialisation. Un deuxième concept clé pour nos politiques industrielles, c'est les productions essentielles. Quelles sont les productions dont nous avons besoin sur le sol français ou européen pour résister aux crises à venir? Et ce qui vient de se passer au Venezuela n'est que la continuité géopolitique d'autres crises environnementales ou géoéconomiques qui arrivent. Et donc on a besoin de se construire une résilience productive autour d'un nouveau concept qui ne sera pas celui des filières stratégiques. On peut utiliser le mot à la rigueur, mais je pense qu'il faut un autre mot en se posant la question de quelles sont les productions que nous devons absolument avoir sur notre territoire et donc absolument préserver par rapport à des entreprises qui, pour certaines, si elles partent, et là, je ne peux pas vous faire une démonstration, mais c'est l'expérience qui parle. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de rétraction de notre tissu productif où nous risquons d'être en train de perdre les derniers savoir-faire que nous avons dans certains secteurs, c'est-à-dire avec l'incapacité d'avoir même ce noyau autour duquel reconstruire une industrie. On l'a vu dans le textile il y a une vingtaine d'années, nous avons perdu des savoir-faire qui sont très très difficiles à reconstruire à partir de zéro. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui sait construire une usine à 100 000 t-shirts par an en France. Ça peut paraître simple, ça demande du savoir-faire. On a perdu ce savoir-faire d'industrialisation dans le textile. On est en train de le perdre dans d'autres secteurs avec la vague actuelle. Voilà quelques éléments. Merci de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, professeur, de ces éclairages extrêmement intéressants. Vous m'avez un peu inquiété lorsque vous avez commencé votre propos sur à la fois l'élément d'anticipation qu'il fallait avoir, l'élément chinois, mais surtout le fait qu'il n'y ait plus de subventions conduisent à rétrécir l'activité. Je suis pour ma part inquiet si effectivement il faut des subventions pour pouvoir soutenir l'activité économique. Je pense qu'on risque d'avoir quelques difficultés eu égard la situation de nos comptes publics. Voilà, mais vous avez effectivement apporté un grand nombre d'éclairages qui rejoignent d'ailleurs pour beaucoup les travaux que la délégation sénatoriale aux entreprises a conduits ces derniers mois. Hein. Je pense à la question du foncier, je pense à la question du Made in France également, les questions énergétiques que nous avons travaillées. Donc il faut que l'on prolonge un tout petit peu les orientations que vous avez bien voulu nous donner ici pour trouver une concrétisation législative à tout cela. Voilà, je vais peut-être tout de suite passer la parole aux collègues qui souhaitent la prendre, à commencer par Anne-Sophie Romagny, sénatrice de la Marne. Merci beaucoup, Président.
J'ai été effectivement, merci pour vos exposés déjà pour commencer. J'ai été moi aussi assez inquiète de certains éléments et j'ai 2 questions à vous poser. On parlait de subventions. Moi, j'aurais souhaité savoir quel regard vous portez sur les aides publiques aux entreprises telles que nous les connaissons aujourd'hui. Nous avons mené une commission d'enquête sur les aides publiques aux entreprises et quand je vous entends dire qu'il va falloir faire des choix et du coup pourquoi pas subventionner certains secteurs d'activité, etc. Comment est-ce qu'on situe ces subventions-là par rapport aux aides existantes alors peut-être que ça pourrait prendre beaucoup de temps, un exposé sur votre regard sur les aides publiques aux entreprises, mais je pense que ça peut être intéressant pour nos travaux. Et puis, une autre question, vous nous avez alerté sur les conditions d'installation qui pouvaient être fragiles. Sur l'industrie d'après-demain, on a parlé d'Insect tout à l'heure. Et pour autant, on voit que la France a souffert aussi de son manque d'innovation dans l'industrie et de répondre sur un savoir-faire peut-être assez facile à exécuter et ne sait pas démarquer de ses donneurs d'ordre, ce que vous avez évoqué. Et du coup, comment préparer l'industrie d'après-demain quand on a un problème de subvention, quand on a un problème budgétaire et quand on doit aussi, pour être compétitif, savoir soit innover, soit en tout cas nous recentrer sur nos secteurs industriels porteurs que vous avez mentionnés, mais ça passera forcément par de l'innovation pour penser à l'industrie d'après-demain. Donc voilà, c'était mes 2 questions. Voilà, et puis on va poser 3 sujets, 3 collègues, et puis ensuite vous répondrez collectivement, si vous voulez bien. Sophie Primas, sénatrice des Yvelines. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour vos 2 interventions, évidemment de nature un peu différente, mais toutes les 2 complémentaires et intéressantes. Moi, je voulais réagir par rapport à ce que vous nous disiez, professeur, sur le coût de l'énergie qui a donné un coup fatal à notre industrie. Enfin, fatal, pas encore tout à fait, mais en tout cas un coup sur la compétitivité. Moi, je pense que jusqu'au moment où nous avions l'Arenh, avec un prix très faible de l'électricité, d'ailleurs même trop faible de mon point de vue, ça a permis aux entreprises françaises et singulièrement à l'industrie d'avoir un facteur de compétitivité très puissant, notamment vis-à-vis de nos collègues allemands. Et nous étions bien positionnés. Mais est-ce que ce n'est pas finalement l'arbre qui cachait la forêt? C'est-à-dire, sous prétexte d'avoir de l'énergie pas chère et donc un facteur de compétitivité, on a laissé se dégrader les autres facteurs de compétitivité. Et il me semble qu'une analyse aussi sur ces autres facteurs de compétitivité pourrait nous éclairer sur les chemins à prendre pour essayer de retrouver notre volonté et notre efficacité sur la réindustrialisation. La deuxième question, alors j'en avais plein, mais en fait je partage pas mal de ce que même quasiment tout de ce que vous avez dit sur la commande publique, sur le fait de choisir en fait les secteurs d'activité sur lesquels on doit être offensif. Il y a 4 ou 5 ans, j'avais fait au moment du Covid, on avait à la Commission des affaires économiques fait un rapport sur la souveraineté française en matière économique et je reconnais comme élément de souveraineté en fait 4 éléments qui sont j'allais dire inamovibles dans le temps, sauf peut-être un qui est plus nouveau, qui est la capacité à se nourrir, à se défendre et à avoir de l'énergie. Et probablement que ça va être un guide sur lequel on doit ajouter aujourd'hui le numérique au sens large, parce que je mets l'espace aussi dans le numérique, mais il me semble que ça, c'est 4 facteurs de compétitivité et de souveraineté qui pourraient nous servir de guide. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. Et dernière question très rapidement, Monsieur Blanquert, Monsieur le directeur général, je n'ai pas vu une toute petite industrie, mais qui compte beaucoup pour les Français, alors je ne sais pas si elle est comptée dans l'industrie ou dans les services, qui est le secteur du logement. Parce qu'en fait, du logement découle beaucoup de choses, à la fois en termes de services autour du logement, mais aussi en termes de matériaux, en termes de construction, en termes, un immeuble, c'est un gros paquebot comme à Saint-Nazaire, mais il y a beaucoup d'éléments industriels à l'intérieur du logement. Voilà. Donc, je voudrais savoir un peu où ça en est, parce qu'on sait que la crise qui affecte ce secteur-là est très, très importante. Merci.
Pernot, sénateur du Jura, peut-être tout de suite. On prendra une nouvelle série Oui, après. oui, avec un souci particulier et assez géographique, puisqu'elle est liée au secteur automobile, et je vous ai entendu avec beaucoup d'intérêt. C'est vrai que dès lors où on laisse, enfin, où on se met des entraves nous-mêmes par rapport à la concurrence mondiale, il ne faut pas s'étonner de ce qui va se produire, parce qu'à mon avis, on y va tout droit. J'ai participé l'année dernière à un voyage en Chine. On a rencontré des acteurs économiques chinois, enfin des politiciens en charge de l'économie. C'était assez édifiant le discours combatif qu'ils avaient, en particulier sur la voiture électrique et la stratégie batterie, en mettant en avant le fait que leur savoir-faire les plaçait dans une logique forcément de leader et qu'il ne devait pas y avoir de frein à la concurrence mise en place dans le monde, en particulier en Europe, parce que c'était juste qu'ils soient récompensés du fait des efforts qu'ils avaient menés durant toutes ces années pour développer cette filière. Quelque part, c'était pas incohérent comme discours, puisque quand ils parlaient d'aide qu'ils avaient accordée à la filière, c'est bien évidemment, enfin je le suppose, des aides massives financières venant de l'État. Pendant que nous, on se privait des développements technologiques, où on avait des positions leaders, en particulier sur le diesel et autres, en se donnant comme directive de supprimer ces moteurs-là en 2035, et je crois que c'est toujours d'actualité. Donc, vous voyez, par rapport à votre discours, qui m'intéresse bougrement, là, on le sait, on est prévenu. L'industrie automobile est morte demain si on continue dans le chemin qu'on a tracé. Avec ça, c'est tous les emplois. Enfin, moi, j'ai un vrai souci pour l'Est. Hein. Enfin, le Jura, le Doubs, c'est encore des secteurs très industriels. Ben oui, c'est des secteurs encore industriels, dans la mécanique, sous-traitance et autres. Tout ça, ça va voler hein, si on n'a plus peu. Parce que c'est pas les entreprises chinoises qui vont venir faire tourner nos entreprises de mécanique de nos territoires, nos petites entreprises en plus, qui n'ont pas des capacités à proposer des prestations bien au-delà de leurs frontières. Enfin bon, toujours est-il qu'il y a un vrai souci. L'autre point, moi, qui m'interpelle, c'est l'énergie. Donc, avec le nucléaire, on a massacré cette filière pendant 25 ans. Et puis là, il semblerait qu'il y ait un réveil, dire enfin. Et non, mais oui, enfin, j'ose espérer qu'il prendra sa forme, ce réveil, parce que il est clair que si en plus on perd dans la perte d'autonomie concernant toute la problématique énergétique, il promet qu'on a quand même de sérieux soucis à se faire, quoi. Enfin, moi étant élu d'un département où on a une petite entreprise de sous-traitance, mais qui est encore un pourcentage important de l'activité, donc qui conforte une certaine forme de ruralité, je m'interroge bougrement sur le devenir de ces grandes industries qui, quelque part, font travailler notre tissu industriel. Et c'est pour ça que je suis très inquiet, après vous avoir entendu, que ma cérémonie de vœux va être catastrophique la semaine prochaine. Et je vais peut-être vous inviter pour apporter une correction à mon propos pessimiste. Bien, merci, chers collègues. Monsieur le directeur général, si vous voulez bien répondre tout d'abord. Si je peux me permettre de réagir sur le sujet des aides publiques aux entreprises également, Madame la Sénatrice, pas tellement pour commenter ce sujet en particulier, mais pour rappeler aussi, et on le constate beaucoup à l'AGS, c'est la méconnaissance qu'ont les chefs d'entreprise des dispositifs qui existent pour anticiper, régler une partie des difficultés. Nous avons un système de prise en charge des défaillances d'entreprise qui est très curatif. Voilà. L'approche de l'AGS, par définition, l'est, mais c'est un axe de développement important. Et là aussi, puisque mon voisin évoquait des sujets de réforme qui ne sont pas forcément générateurs de surcoûts excessifs, je fais référence à un rapport qui avait été commis par la Cour des comptes il y a maintenant quelques mois, qui rappelait la dispersion et l'éclatement des acteurs intervenant en soutien des chefs d'entreprise. Voilà. Modestement, l'AGS n'est qu'un acteur et un maillon des dispositifs, mais il existe énormément de dispositifs. Alors,
peut-être faut-il recréer des fonds de retournement ou renforcer tel ou tel aspect sur telle ou telle filière. Ça, c'est un des éléments d'intervention de mon voisin et je partage assez. Mais on voit aussi qu'il y a une dispersion d'acteurs qui font que quand vous êtes chef d'entreprise, c'est une évidence ce que je vais dire, mais votre activité, vous la consacrez à chercher des nouvelles parts de marché, à faire évoluer votre modèle économique. Et quand des premières difficultés émergent, vous ne savez pas toujours vers qui vous tournez. Voilà. Donc moi, j'appelle de mes voeux, modestement, et je suis sûr que l'AGS pourrait y prendre sa part, une forme de service public de l'accompagnement des entreprises en difficulté. C'est difficile parce qu'on a mis beaucoup l'accent, et ça a produit de vrais résultats, sur la création d'entreprises ces dernières années. Et aujourd'hui, je pense notamment à l'activité que mènent les chambres de commerce et d'industrie, par exemple, mais il y a d'autres actions. On voit que la création, le soutien à la création d'entreprises est quelque chose qui a progressé sur la dernière décennie. Vous me corrigerez peut-être, mais c'est quand même des éléments qui ressortent. En revanche, peut-être aussi par un rapport à l'échec qui est un peu spécifique à notre pays. Je reprends aussi un rapport qui était sorti il y a quelques mois sur le sujet du regard sur l'échec et le rebond. Voilà, un chef d'entreprise qui fait faillite en France, c'est vécu de manière négative. On sait très bien que ça fait aussi partie, alors sans faire du Schumpeter de bas étage, mais ça fait partie des éléments sur lesquels, après tout, qu'une entreprise naisse, se développe, voire dans certains cas qu'elle arrive à maturité ou qu'elle meurt parce que le modèle économique n'est plus adapté, parce que ci, parce que ça, c'est pas très grave. En revanche, ce qui est un peu frustrant, et là l'AGS le constate tous les jours, c'est toutes ces situations où les gens viennent en procédure collective sous l'effet plutôt d'une assignation par un créancier public, sous l'effet d'une convocation par le tribunal de commerce, là où l'anticipation pourrait permettre, dans un certain nombre de cas, quand même de sauver les choses. Et ce sujet de la prévention, il existe à la fois sous les formes de procédures amiables, de conciliation ad hoc, etc. Mais il existe aussi juste dans la prise en main des bonnes informations et des bonnes ressources que l'on met à disposition. Je dis ça parce que l'AGS entend prendre sa part sur le sujet, ça fait partie des axes de développement. Ça doit nécessiter un maillage territorial. Vous parliez des commissaires au redressement productif qui sont des acteurs d'accompagnement des entreprises de taille intermédiaire. Il existe toute une série d'acteurs au niveau des régions, au niveau des collectivités diverses et variées et des acteurs publics ou parapublics. Et je pense qu'il ne serait pas si compliqué que ça, on y travaille en tout cas avec les services de l'État, d'arriver à fédérer ces acteurs, d'adapter aussi la réalité des dispositifs, que ce soit des guichets d'information ou autres, aux réalités territoriales, parce qu'après tout, ça peut se déployer d'une manière différente selon qu'on est dans tel ou tel territoire, mais on voit bien qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, y compris avec les acteurs qui accompagnent les entreprises au fil de l'eau. Je pense aux experts comptables, je pense à tous ces acteurs qui sont dans le soutien des entreprises, qui sont parfois les premiers à constater des difficultés et dont nous gagnerions, et nous y compris financièrement, hein, je le dis avec une arrière-pensée, parce que nous intervenons parfois dans des situations à la fois dramatiques sur le plan social, sur des situations de trésorerie qui sont dans des proportions insoutenables. Le coût pour la collectivité est immense. Le coût pour l'AGS, je voulais évoluer en prix, etc. À un moment ou un autre, je pense qu'on peut, à travers simplement l'internalisation des complexités institutionnelles, l'organisation des réponses et de la diffusion de l'information, faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Et ça coûte pas cher. Ça nécessite juste une coordination des acteurs. Ça nécessite que les acteurs de la puissance étatique, les acteurs des collectivités, les acteurs publics, parapublics, voire les acteurs privés, arrivent à se fédérer aussi au niveau territorial. Et ça, je pense que l'état d'esprit est plutôt favorable et qu'à la limite, ça pourrait là aussi être quelque chose de fait à moindre coût, voire avec quasi des économies d'échelle. Sur la question rapidement du logement, alors effectivement, je me suis centré sur le sujet de l'industrie, je pourrais revenir si vous voulez sur le sujet du logement. Plus sérieusement, effectivement, il se dispatche principalement sur deux grands segments d'activité, si on reprend les slides que je vous ai partagés. C'est à la fois sur le volet de la construction et des activités immobilières. Et pour le dire simplement, on est cette fois-ci sur un tendanciel qui est assez stable dans le temps. C'est-à-dire que les difficultés du secteur du logement et de la construction se voient notamment sur le sujet de la construction, avec là, pour le coup, des secteurs économiques beaucoup plus éclatés, hein, avec beaucoup plus d'entreprises de petite taille et des phases de restructuration beaucoup plus permanentes. Ce qu'on constate néanmoins, c'est que le secteur de la construction est à l'AGS dans le top 4, entre guillemets, des secteurs qui nous sollicitent depuis des décennies. Voilà, c'est permanent, immuable. Derrière, il y a des réalités conjoncturelles qui sont différentes. Il y a aussi
des tailles d'entreprises qui font qu'il y a une phase de restructuration permanente, etc. Mais ça fait partie effectivement, notamment sur le champ de la construction, des acteurs qu'on accompagne, et ça fait partie des points sur lesquels nous sommes amenés à développer des coopérations, notamment avec la Fédération française du bâtiment et les acteurs représentant ce secteur, puisqu'on parle d'un secteur qui, cette fois-ci, est quand même très éclaté et qui, là aussi, connaît des variations territoriales difficiles à appréhender uniquement à l'aune des statistiques et nécessite aussi d'avoir un accompagnement, à mon avis, très territorialisé, parce que là, pour le coup, je suis assez convaincu que le sujet s'appréhende vraiment par une approche très territorialisée. Voilà ce que je pouvais dire, mais effectivement, avec plaisir pour compléter et vous fournir des éléments plus détaillés sur ce sujet. Merci, monsieur le directeur général. Professeur? Alors, je vais reprendre les thèmes tels qu'ils ont été listés. Sur les subventions, je comprends votre inquiétude et à la fois, je maintiens ma position. On a fait une proposition pour accompagner la modernisation de ce socle productif, c'est-à-dire de l'ensemble de ces PMI, ETI qui sont ancrés dans nos territoires et qui les font vivre bien souvent. C'est l'exemple que vous citiez. J'ai eu 2 rendez-vous avec monsieur Bruno Bonnel à ce sujet qui n'ont pas abouti, sinon je ne continuerai pas à défendre cette idée-là, elle serait déjà mise en œuvre. Je pense que si l'État était capable de mettre dans ce type de subvention-là, d'accompagnement, 300 millions d'euros par an, ce qui ne me semble pas être un chiffre hors de portée, derrière lequel on va chercher en ratio de 1 pour 1. C'est ce qui a été fait dans la 2e partie de France Relance des fonds régionaux, sur lesquels on va chercher des fonds européens, dont je vous rappelle qu'ils sont globalement sous-consommés. On se glisse dans les aides d'État dites à finalité régionale, qui couvrent déjà les 2/3 des territoires d'industrie et qu'on peut sans doute optimiser. Et vous avez 900 millions d'euros par an, de cette manière, sur lesquels vous pouvez faire un levier de 1 pour 5 en allant activer le reste, 80%. Ce sera du financement privé, à condition, encore une fois, que ces entreprises trouvent ce financement, et on en revient aux questions de mobilisation de l'épargne qui investirait. Et vous avez, c'était nos calculs là-dessus, en 10 ans, une capacité de recréer 450 000 emplois industriels en France. Sauf que ces 300 millions d'euros-là impulsés par l'État, on les a connus, ça a donné le succès de France Relance, le fonds de développement des projets industriels dans les territoires. Ce dispositif-là a été totalement interrompu lorsqu'il y a eu la bascule vers France 2030. Sur le point que vous indiquez, j'ai toujours cette ambivalence dans mon propos parce qu'il faut parfois être un peu simple, mais la réalité ne l'est pas. Bien sûr qu'il faut continuer à investir sur de l'innovation et sur de l'innovation de rupture. Notre erreur, si je peux la qualifier comme ça, a été de mettre 100%. Alors, Bruno Bonnel dirait que c'est pas vrai, mais la quasi-totalité de notre effort, 100% du discours politique, et ça je pense qu'on peut être consensuel là-dessus, sur de l'innovation de rupture. Vous ne ferez pas d'innovation de rupture si vous n'avez pas un socle industriel. Même des gens comme Vercors qui ont inauguré leur usine à Dunkerque le disent en disant « Moi, mon usine, elle fonctionne qu'à condition que j'ai des mécaniciens à côté qui soient capables de réparer les machines en quelques heures. » J'ai visité une sucrière de Cristal Union il y a quelque temps. Pareil, ils ont eu un problème sur un four de séchage. C'est un arbre à cames qui a cassé. S'ils n'avaient pas un tissu de mécanicien à 20 minutes, ça ne marche pas. Et si vous discutez avec Étienne Tichy de Novo Nordisk qui investit 1 milliard d'euros à Chartres, il vous dira la même chose. Donc, encore une fois, bien sûr qu'il faut de l'innovation, mais il nous faut aussi un socle productif qui a besoin d'être modernisé. Alors, est-ce que, maintenant je vous ai donné l'enveloppe que je propose, est-ce qu'on a finalement besoin de cette enveloppe? Là, c'est l'ancien DGA d'une région, Nord-Pas-de-Calais, qui vous parle. J'ai signé des dizaines, des centaines de subventions régionales à l'outil productif. Si je me place de la manière de la théorie d'utilisation de l'argent public, mon résultat n'était pas brillant dans le sens où la plupart des dossiers dont j'ai signé les contrats, décidés par les exécutifs régionaux, bien entendu, la subvention ne permettait pas de faire passer d'un dossier qui aurait été pas rentable à un dossier qui est rentable, qui est normalement, dans la théorie économique, la bonne utilisation de l'argent public. La réalité de notre tissu industriel, c'est que ça fait 40 ans qu'on désindustrialise. Les chefs d'entreprise, alors certes, il y a ceux que Nicolas Dufourcq, avec la BPI, met en avant,
mais c'est une petite minorité. La majorité de nos chefs d'entreprise industriels sont ce que je vais appeler des résistants. C'est-à-dire, ça fait 40 ans qu'ils essayent de survivre dans une société qui ne les aime pas et qui ne les aide pas. Et quand vous allez voir ces gens-là, en leur disant « tu as un projet », on l'a fait avec Territoire d'Industrie. Oui, j'ai un projet dans les cartons. Il y a 2/3 des projets qu'ont les chefs d'industrie qui ne sont pas connus par aucun organisme de la puissance publique. Pourquoi? Parce qu'ils n'osent plus les sortir. Et si vous voulez que ces gens-là réinvestissent, il va falloir aller vers eux. Et une preuve d'amour, entre guillemets, qui n'est pas une preuve économique, c'est aussi de donner une petite subvention. Moi, j'ai donné des subventions et quand je discutais avec les chefs d'entreprise, ça fait 10 ans, hein, il y a prescription, ils n'avaient pas besoin de cet argent-là pour faire le projet. Mais la lettre du vice-président de la région avec son numéro de téléphone et son inauguration, c'était une sorte de garantie contre la complexité administrative à laquelle ils savaient qu'ils allaient faire face. Quelque part, ils avaient un allié dans la place administrative et qui signait ce pacte d'alliance avec cette petite subvention. Je suis désolé pour l'explication psychologique de l'utilisation de l'argent public. Je vais faire hurler les gens de la Cour des comptes, mais c'est la vie vraie qu'on a en France aujourd'hui. Et donc oui, je pense que l'État peut mettre 300 millions d'euros par an, accompagné par les régions et accompagné par les fonds européens, pour revitaliser notre socle productif. Le ratio en termes de création de richesse est juste formidable. C'est-à-dire par rapport à ce que l'État investit et ce que l'État va recevoir en termes de taxes est juste formidable. Et c'est que 300 millions d'euros par an. Je ne parle pas de milliards. C'est pas la même échelle de grandeur. Conditionnalité des aides, parce que vous l'avez suggéré. Moi, maintenant, je suis de plus en plus pour des aides qui sont liées à de l'investissement localisé sur le sol français. Des bâtiments sur lesquels on peut garder un temps de propriété avec des systèmes de structure. La Caisse des dépôts fait ça très bien. Des sociétés immobilières qui permettent d'éviter qu'une entreprise qui ne remplit pas son engagement en termes d'emploi ou d'activité, ça peut être parce qu'elle fait une erreur, ça peut être parce que le marché n'est pas ça. La collectivité garde un moyen de garder l'investissement qu'elle a fait. Ça peut être un bâtiment, il ne sera pas 100% adapté pour une prochaine activité, mais au moins qu'il existe. De même que sur les machines, je pense que là-dessus, on est en face d'une incompréhension du public. Je vous rappelle sur Novasco, je crois que c'est 90 millions d'euros donnés par l'État pour une boîte qui se plante au bout de 12 mois. Enfin, vous connaissez vos électeurs, allez leur expliquer ça. Enfin, je veux dire, il y a quand même un truc compliqué à expliquer, et que la contrepartie n'a pas mis l'argent qu'elle avait promis de mettre. Voilà, donc je pense que là-dessus, il faut qu'on fasse des conditionnalités assez basiques sur de l'investissement. Ça, c'est sûr. L'innovation, j'y ai répondu. Sur l'énergie, oui, vous avez raison, Madame la sénatrice. Nous avions une électricité compétitive en France. C'était notre seul avantage compétitif par rapport à l'Allemagne. Et ce qui est vraiment très triste, c'est que nous venons de le perdre totalement, puisque l'Allemagne, même si elle a naturellement dans son marché un prix supérieur de l'électricité, a décidé de le subventionner pour le mettre exactement au même prix que celui que l'on fournit aux entreprises françaises. Après, nous-mêmes, c'est entendre dire qu'on n'avait pas le droit. Moi, j'ai proposé de sortir 15 à 20% de la production électronucléaire du marché pour la donner à des prix, donner, c'est pas le terme, mais la vendre à des prix compétitifs aux industriels, à la fois pour être compétitifs et pour se décarboner. À Bercy, j'ai eu une réponse, c'est de l'intime, donc je ne peux pas donner le nom de la personne qui m'a dit ça, mais qui est très haut placé, qui m'a dit « Olivier, ça coûte 2 milliards d'euros, c'est même pas un sujet pour les comptes d'EDF, c'est un sujet de règle européenne. » Un an après, l'Allemagne le fait et c'est tamponné. Voilà. Donc, et par rapport à ça, nous avons une fiscalité. Si je prends que la fiscalité sur les impôts de production, les entreprises industrielles françaises payent 20 milliards d'euros de plus d'impôts de production que si on leur appliquait la fiscalité allemande. On est à peu près maintenant équivalent en termes de salaire sur ces créneaux-là de salaire industriel. On est à peu près, ça n'était pas le cas il y a 20 ans, aujourd'hui c'est à peu près équivalent. Donc on avait un avantage compétitif sur l'énergie, on l'a perdu. Nous avons un désavantage compétitif sur la fiscalité qui est accablant. Et je ne parle que de l'électricité. Je vous rappelle que sur les énergies fossiles, les États-Unis sont à, c'est le rapport Draghi, il y a des débats dessus, est-ce que c'est 3, 4, 5 fois moins cher que l'Europe? Si la filière hydrogène est aspirée par les États-Unis, pas sur de l'hydrogène vert, mais sur de l'hydrogène gris, c'est parce que l'énergie est pas chère aux États-Unis. C'est aussi simple que ça.
Donc voilà, il y a le sujet électricité, mais il y a le sujet aussi. Sur les souverainetés, c'est un sujet qui est complexe, que je ne sais pas, moi, que j'essaye d'aborder, c'est la proposition que je vous ai faite, vous avez abordé ça par secteur ou par fonction, hein, l'alimentation, la défense, l'énergie, le numérique. Dans notre outil productif, je vais reprendre ce que je vous disais un peu en conclusion, je pense qu'on doit maintenant se poser la question, quelles sont les productions dont on a absolument besoin pour résister aux crises à venir? C'est-à-dire, autour d'un concept qui est celui de la souveraineté, comment on l'opérationnalise? Et c'est vraiment pas évident. C'est-à-dire, si je vous donne une feuille de papier et je vous dis, vous avez une demi-heure ou 2 heures ou 6 heures pour me faire la liste des 100 productions que vous avez envie de garder absolument en France, je vous assure que c'est un pinceau intellectuel assez fort. Ce qui va vous paraître indispensable et essentiel ne le sera pas à votre voisin. Et donc, construire du consensus là-dessus, c'est un très, très bel exercice politique, à mon avis, qui est devant nous. Sur l'automobile, enfin, j'espère qu'on ne refera pas une deuxième fois, dans les 10 ans à venir, l'erreur qu'on a faite sur les véhicules électriques avec l'échéance 2035. Je le dis sincèrement. Il y a 2 raisons à ça. D'abord, il y a des usages où l'utilisation du véhicule thermique est moins polluant en CO2 que le véhicule électrique. Donc le 100% est idéologique. Deuxième élément, ça a été très bien dit, je crois, devant vos commissions d'enquête par François Ménégo, qui a succédé à Jean-Dominique. Il n'y a eu aucune étude d'impact social et économique. Le développement durable, j'ai quelques années de vol, on m'a appris à Rio que c'était l'environnement, le social et l'économique qui fonctionnaient ensemble. Là, on a pris l'environnement de manière idéologique. Socialement, c'est des centaines de milliers d'emplois qui vont être détruits en Europe. Voilà. Et économiquement, il n'y a pas eu d'analyse pour voir que la Chine avait 5 à 10 ans d'avance sur nous. Donc dans un marché ouvert, qu'on veut garder ouvert, prôné par les règles de l'OMC où on a accepté de prendre la Chine, quand vous avez 5 à 10 ans de retard technologique, mais vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Donc quand on fait le total de ces analyses-là, on a typiquement pris, c'est ce que j'appelle la parabole du moteur thermique 2035, une position totalement idéologique envers et contre tout ce que notre rationalité, les Lumières qui sont nées en Europe, etc., nous ont appris à penser et à faire. J'espère qu'on ne le fera pas 2 fois. Vraiment. Une fois suffit et c'est déjà terrible. Et puis sur le nucléaire, juste un point, je prône pour un mix énergétique naturellement. Je vous signale un élément qui me fait un peu peur. Aujourd'hui, dans les derniers calculs, on n'a pas eu les conséquences du dernier chiffrage d'EDF, donc je remonte à 2024, un prix des réacteurs qui depuis a augmenté. L'objectif, c'était d'avoir un mégawattheure à 100 € le mégawattheure. D'accord. Aujourd'hui, les Coréens du Sud vendent des réacteurs nucléaires en Europe, en République tchèque, mais ils le vendront à tous les pays d'Europe de l'Est qui sont prêts à accueillir des réacteurs, à 80 € le mégawattheure. Si nous ne sommes pas capables de nous aligner en coût du mégawattheure, ce n'est pas la peine de construire des réacteurs. Et encore une fois, je pense que c'est indispensable qu'on le fasse. Mais c'est indispensable qu'on se donne un principe autour de 70 € le mégawattheure. Monsieur Fontana l'a évoqué en disant qu'il faudrait descendre le prix de 30% entre le premier et le dernier. C'est exactement ça, hein, 100%, 70, 100 € le mégawattheure ou 110 €, etc. Mais c'est absolument indispensable de faire un nucléaire, mais aussi un nucléaire qui soit compétitif. Il y a 2 éléments derrière. On a fait du sur-engineering sur les EPR2. On a fait des cocottes minutes extrêmement complexes qui coûtent cher et qu'on sait à peine construire. Flamanville. Et le deuxième, c'est que nous avons une interaction entre l'autorité de régulation et l'exploitant qui est largement optimisable. Les États-Unis sont passés par là il y a 10 ans et ont démontré qu'en maintenant des niveaux de sécurité très exigeants, on était capable de trouver des solutions économiquement plus performantes. Nous n'avons pas fait ces 2 exercices aujourd'hui qui permettraient d'optimiser les réacteurs nucléaires et qui permettrait d'arriver à un prix compétitif qui est indispensable, encore une fois, pour qu'ils aient du sens. Merci, professeur. Nous allons continuer le Tour de France avec Pauline Martin, sénatrice du Loiret. Merci, extrêmement rapidement, parce que nous sommes appelés par la Commission des affaires économiques à grands cris.
Alors, effectivement, le Loiret, 2 entreprises célèbres, Duralex, transformée en Scope, extrêmement fragile encore, mais qui a une relation complètement affective avec les Français. Donc, j'ai envie de dire que c'est peut-être sa chance de sortir du lot. Et puis Brandt, sur lequel je crois que nous en avions parlé avec votre collaboratrice au mois de décembre, où on nous dit le 1er décembre, on n'a plus de quoi payer les salaires à la fin du mois, ou en tout cas on a jusqu'au 15, mais plus jusqu'au 31. Donc effectivement, on a l'impression que les choses se sont faites pas du tout en temps et en heure, et en tout cas sans aucune anticipation sur cette problématique-là, d'autant plus que les brevets, tout ça, sont déjà partis ailleurs. On a vu les politiques se mobiliser, et c'est tout à leur honneur, et on était les premiers sur le terrain, sauf que là aussi on peut se poser la question de savoir où part l'argent public, et s'il y a vraiment derrière une espérance de survie ou pas, et je pense que ça a été la réflexion qui a été menée. J'ai entendu une société qui ne les aide pas et qui ne les aime pas tout à l'heure. Non, mais là où je vous rejoins, c'est qu'on a aussi un vrai problème de formation, c'est-à-dire que intellectuellement, on n'emmène plus nos élèves, nos enfants, l'éducation nationale ne les porte plus, les parents ne les portent plus vers ces métiers de l'industrie. Alors on fait des constats, mais quelles sont les solutions derrière? Et puis dernière chose sur la sous-traitance ou le service à l'industrie, nous avons fait tous les deux, nous étions 3 un rapport sur le financement de l'entreprise de demain. Le constat que nous faisons quand même, c'est que justement, c'est aussi ce manque de main-d'œuvre qui fait qu'il y a des défaillances. Il y a la reprise, le manque de main-d'œuvre qui crée la défaillance de nos entreprises. Donc voilà, à un moment donné, il faut peut-être qu'on démêle la pelote par le bon bout. Et puis, dernière chose, trop de dispositifs de financement, c'est aussi le constat que nous avons fait. Oui, il y en a, mais tout le monde est perdu, vous l'avez souligné. Non seulement ils ne les connaissent pas, mais il y en a beaucoup trop. Et en fait, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, on s'attaque à ça et qu'on fasse le tri, le ménage dans tous ces problèmes, dans tous ces dispositifs de financement, parce que nos entrepreneurs ne s'y retrouvent absolument pas. Merci. Je crois que je n'ai pas d'autres questions, il me semble. Parfait. Moi, j'ai juste une question, monsieur le directeur général. Doublement des avances versées par l'AGS en 3 ans. Comment est-ce que ça se passe budgétairement pour l'association ? Merci, Monsieur le Vice-président, de m'offrir la possibilité de réagir sur ce sujet, puisque c'est un sujet important, évidemment. C'est la question de l'équilibre financier du régime. C'est un point majeur et sur lequel l'AGS a fait la preuve, justement, depuis 51 ans, de sa capacité à garantir l'équilibre financier. Très concrètement, comment ça se passe ? Il y a un problème. Le problème, c'est que le régime, le conseil d'administration patronal, définit le montant de ses recettes à travers le taux de cotisation. Là où on a une difficulté, c'est que nous sommes beaucoup plus contraints par des effets législatifs, mais ça, à la limite, c'est normal, mais aussi par des effets d'évolution jurisprudentielle dont je vous avais déjà parlé en février dernier et qui mettent à mal l'équation financière. Voilà. L'AGS couvre un champ extrêmement large de créances, pas que des créances salariales. Parfois, ça génère une surcomplexité et un manque d'intelligibilité et de lisibilité vis-à-vis du grand public. Et puis, on est, entre guillemets, un régime qui a la maîtrise de ses ressources, mais qui est tributaire d'un certain nombre d'éléments de jurisprudence sur ses dépenses, ce qui, du coup, rend l'exercice un peu complexe. Après, comment ça marche très concrètement ? On a 2 sources de financement. La première, c'est les cotisations, une cotisation patronale qui a été réévaluée au 1er janvier 2024 et au 1er juillet 2024. Elle est aujourd'hui de 0,25% de la masse salariale. Évidemment, les organisations patronales, quand ils augmentent les taux de cotisation, a fortiori en période de contraction économique, ne le font pas de gaieté de cœur, mais l'ont fait en responsabilité. La deuxième source de financement, c'est que nous sommes un créancier super privilégié, puisque nous prenons la place du salarié en avançant les salaires. La logique est qu'en fonction de la nature des actifs qui existent ou qui demeurent dans les entreprises, soit au moment de la cession, soit au moment de la liquidation,
on puisse prioritairement récupérer une partie des financements. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, puisque un tiers de nos ressources sont le fruit des récupérations financières. Et dernier point, effectivement, sur la question de notre équilibre financier à horizon moyen terme, avec toute la prudence par rapport aussi aux incertitudes économiques, les prévisions dont nous disposons, donc on a 2 acteurs qui nous font des prévisions, Rexecode d'une part, l'Unédic d'autre part, les prévisions qui ont été faites sur les 18 premiers mois, par rapport aux décisions qui ont été prises sur le taux de cotisation, nous laissent à penser que nous devrions être en capacité d'accompagner un niveau de faillite d'entreprise qui est projeté en 2026 sur un niveau à peu près similaire à celui de 2025. Nous devrions y arriver avec la cotisation sans y toucher, sans la baisser, mais sans l'augmenter, et à travers aussi le sujet des récupérations financières dont nous faisons l'objet, si effectivement nous arrivons à moyen terme à stabiliser le cadre jurisprudentiel qui organise nos interventions, à s'autoriser à imaginer qu'on puisse un jour peut-être faire évoluer le modèle d'intervention de l'AGS pour être un peu moins dans le curatif et un peu plus dans le préventif, y compris dans l'idée qu'on pourrait peut-être un tout petit peu moins financer des indemnités qui sont parfois le fruit d'approches de contentieuses qui peuvent interroger parce que très clairement, il faut avoir les moyens de s'offrir un avocat et on voit qu'il y a certains acteurs qui jouent un peu des limites de la loi ou des évolutions jurisprudentielles. Moi, je suis convaincu que nous pourrions faire bien davantage pour soutenir aussi le rebond des salariés, que ce soit dans le fait éventuellement de retrouver un emploi, que ce soit dans le fait d'imaginer que l'aide que l'AGS octroie puisse permettre aussi de favoriser le rebond et le maintien de l'activité économique. Voilà, vous parliez du sujet des scopes, Madame la sénatrice, mais effectivement, il y a des sujets là-dessus sur lesquels je pense que nous pourrions faire pivoter intelligemment un certain nombre de dispositifs sans que ce soit, encore une fois, quelque chose qui soit de nature antisociale, mais juste en rééquilibrant et en basculant d'un modèle très curatif à un modèle un tout petit peu plus préventif et qui permette d'accompagner les salariés aussi dans l'idée de rebondir et de retrouver un emploi, là où aujourd'hui on les aide un peu trop sous un angle réparation, même si encore une fois il a toute sa raison d'être, bien entendu. Voilà, donc j'étais un peu plus loin que votre question, mais pour le dire très clairement, l'équilibre financier de l'AGS en 2025, il a été assuré à l'euro près. On n'a pas vocation à générer de trésorerie, mais voilà, on a aujourd'hui la réserve de liquidité qui nous permet tout juste de faire face, mais on n'a pas vocation à générer plus de trésorerie, et sauf choc économique majeur, on pourrait, à paramètres constants, a priori, faire face aux prochaines difficultés des mois à venir, avec toute la prudence requise par rapport au sujet des prévisions, par rapport à des incertitudes qui sont multiples et variées, évidemment. Merci. Professeur, pour conclure, peut-être ? Oui, je vais rebondir sur vos questions et les cas. Je pense que le cas de Duralex est intéressant. J'ai parlé de la question du financement. Si Duralex est allé chercher ce type de financement, c'est-à-dire en demandant directement à des citoyens français de financer, avec le succès qu'on a connu, c'est bel et bien qu'on a une question, un trou dans la raquette majeur dans notre modèle de financement de notre outil productif. Vous avez des gens qui sont prêts à mettre de l'argent, qui sont prêts à même le mettre sans filtre d'un expert financier qui leur donne un regard sur la rentabilité raisonnable, etc. Enfin, c'est le rôle du système financier quand même. Et donc, on voit très bien sur ce cas-là qu'il y a une envie, une appétence des Français. Alors, certes, c'est Duralex, ce ne sera pas vrai de toutes les entreprises, mais il y a une appétence à investir pour sauver un outil productif qui permet de créer de l'emploi, qui est des fois symbolique d'objets dans l'enfance, mais voilà, de notre paysage émotionnel. Et on est obligé de passer par ce type de dispositif parce que le système banque-assurance ne fait pas le boulot qui devrait être le leur. Je pense que ce cas-là, et je suis à la fois ravi de ce succès et inquiet parce que si ça plante, et on ne se met pas à l'abri d'un échec, dans ces cas-là, on risque d'avoir un effet de boomerang qui sera terrible. Sur la formation formée dans les territoires, pour les territoires, je le redis, les Français sont peu mobiles, et donc il faut faire cette adéquation qu'on a du mal à faire. On commence par faire des équilibres en fonction des métiers, des filières, et le territoire est la troisième variable d'ajustement de nos plans de formation. Ça devrait être la première, et quand on le fait avec des écoles de production,
On a des taux d'insertion de 80 à 90% de personnes qui sont en échec scolaire et éloignées de l'emploi. Enfin, c'est des résultats fantastiques, et économiques et humains pour la société. Donc là-dessus. Et sur l'image de l'industrie, je crois qu'on n'a pas... on a beaucoup investi. L'OPCO 2I a fait des choses avec l'industrie. Je crois qu'on n'a pas été au bout de la réflexion. Celle qui me frappe aujourd'hui, dans un exercice de réflexion qu'on mène au CNAM, d'une dernière conférence qu'on a faite en décembre, c'est qu'on veut rendre l'industrie, excusez-moi, je vais utiliser un terme anglo-saxon, non, j'allais dire cool ou chill, pour pas rentrer dans la question de genre. Et en fait, on veut essayer d'expliquer aux jeunes que l'industrie, c'est quelque chose qui s'incorpore très bien dans la société actuelle. Et je pense qu'on a fait une erreur globalement. Pourquoi? Parce que l'industrie, c'est le temps long dans une société qui privilégie l'éphémère. L'industrie, c'est l'expérience acquise, c'est des savoir-faire dans une société qui a privilégié l'enseignement général, le concept. L'industrie, c'est un art d'exécution quand on est dans une société qui adore l'annonce, l'éphémère, l'événement. Et je pense qu'on a voulu repositionner l'industrie en disant l'industrie, c'est comme la société, etc. En fait, l'industrie, c'est devenu une contre-culture. Depuis les années, ce n'était pas le cas dans les années 60-70. Aujourd'hui, les valeurs de l'industrie ne sont pas les valeurs dominantes de la société et elle doit l'assumer comme telle. Et jusqu'à aujourd'hui, dans les communications que vous voyez avec l'industrie, vous avez des jeunes femmes qui prennent des poses d'Instagram, etc. Mais regardez la dernière affiche de la semaine de l'industrie. Prenez 5 minutes pour la regarder. En fait, on veut nous faire croire que l'industrie est à l'image des valeurs de la société, alors que ça ne fonctionne pas. Il faudrait qu'elle admette qu'elle ait une contre-culture, qu'elle ait le goût de l'effort, il y a le goût du temps long, il y a le temps de l'apprentissage d'un savoir-faire. Il y a de la transmission de savoir qui ne passe pas que par une application en claquant des doigts. Et si l'industrie, je crois, aujourd'hui, c'est ce que je vais essayer de pousser dans les mois à venir, si l'industrie accepte qu'elle a un certain nombre de valeurs qui ne sont pas ceux de la société dont on a hérité depuis quelques décennies, elle arrivera à s'affirmer auprès des gens qui sont séduits par ces valeurs-là et elle redeviendra attractive. Voilà. Je fais plus de la prospective de com et de stratégie de com là-dessus, mais c'est un point essentiel sur lequel on a échoué depuis une dizaine d'années, alors que la semaine de l'industrie a pris son essor. Vous avez le programme de communication avec l'industrie qui est porté par l'OPCO 2I et par les professionnels. Enfin, il y a eu des initiatives, mais dont les résultats n'ont pas percuté. Et je crois que c'est une question de valeur qui est communiquée autour. On ne peut pas dire que l'industrie, c'est de l'événementiel, c'est du réseau social, c'est du chill. Ça a d'autres valeurs, il faut qu'elle les assume comme une contre-culture, ce qu'elle n'a pas fait comme pas aujourd'hui. Ça va peut-être sans dire, mais ça va mieux en le disant, c'est le problème de la pose Instagram, pas le problème de la femme qui est sur la photo. Absolument. On a besoin de femmes dans l'industrie, ça c'est on a besoin de talent, on a besoin de femmes, absolument. J'ai été directeur général d'une société de Saint-Gobain en Roumanie, on était 5 dans le COMEX, dont 2 femmes. Je connais tout l'apport que peut avoir dans mon expérience professionnelle de la diversité dans ce genre de milieu, et là-dessus, j'en suis un acharné défenseur. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, professeur, de ces éclairages extrêmement importants qui montrent que la délégation sénatoriale aux entreprises commence l'année de façon extrêmement intense avec toutes les pistes de travail que vous ouvrez. En tout cas, merci, chers collègues, de votre participation et je vous donne rendez-vous demain pour ceux qui viendront à la prochaine étape de la délégation. Merci. Bonsoir.